Bonjour, cette vidéo a pour objectif de revenir sur le webinaire ICOP sur la thématique de la nutrition. L'idée d'aujourd'hui, reprendre les différentes étapes du programme ICOP et du parcours en insistant particulièrement sur le domaine de la nutrition. Donc, quelques rappels, la dénutrition concerne 4 à 10 des sujets âgés vivant à domicile, donc globalement des sujets âgés autonomes pour les actes de la vie quotidienne et donc la cible du programme ICOP. Je rappelle juste que l'évaluation ICOP ne permet pas, comme dans tout le domaine, de poser un diagnostic ferme. Au demeurant, c'est une aide notable au repérage et à la prise en charge. Il ne remplace tout de même pas une prise en charge par un professionnel spécialisé tel qu'un diététicien ou un nutritionniste, qui restent les professionnels de santé spécialisés du domaine de la nutrition. Mais par ailleurs, il va permettre ensuite d'orienter les seniors vers ces professionnels. L'altération de la nutrition est souvent en interaction avec d'autres altérations à d'autres domaines, ce qui rend parfois nécessaire l'évaluation de l'ensemble des domaines au demeurant. La problématique de la nutrition est une problématique courante qui nécessite souvent et qui peut nécessiter une évaluation spécifique de ce domaine de manière isolée. La prise en charge est complexe parce qu'on sait qu'il y a une latence entre le moment où la personne va présenter une diminution des quantités absorbées et le moment où ça va se refléter au niveau du poids et des symptômes de dénutrition. Je rappelle enfin qu'il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, celles sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus ont été réactualisées récemment, on les verra aujourd'hui. Et il en existe aussi, mais qui date de 2007, sur la stratégie de prise en charge en cas de dénutrition. Pour l'étape 1 du programme ICOP, donc, on va demander à la personne le poids, son poids actuel, pesé si possible, ou le dernier poids dont elle dispose. En l'état, le poids seul ne permet pas d'indication sur la nutrition, hormis que quand même on a une idée de certaines normes attendues en fonction du genre notamment. Ce qu'il permet surtout, le poids, c'est de pouvoir faire un comparatif et objectiver une perte de poids entre deux étapes, une d'ICOP à 6 mois, par exemple, d'intervalle. Les deux questions d'évaluation de l'OMS, c'est la perte de poids involontaire de plus de 3 kilos au cours des 3 derniers mois. Attention à la question de involontaire, hein, c'est bien hors régime restrictif et hors reprise d'activité physique intense. Nous reviendrons sur la question des régimes restrictifs à ces âges-là, bien entendu. Et la deuxième question, c'est avez-vous perdu de l'appétit récemment? Vous voyez dans la question, il n'y a pas de contexte donné à la perte d'appétit, donc c'est perte d'appétit, quelle que soit la raison, parce qu'il faut être vigilant. Les seniors ont souvent toujours une raison de perdre de l'appétit, mais la question, elle est bien sur simplement cette notion et pas les circonstances. En cas d'altération, donc une évaluation complémentaire est recommandée. Il y a le formulaire pour décider de l'orientation à la fin de l'étape 1 dans l'application. Et si c'est vous qui réalisez l'étape 1, je vous encourage à faire cette orientation parce que ben, c'est de votre responsabilité de gérer les résultats, les anomalies, mais aussi puisque de manière très simple et pragmatique, au moins, vous avez orienté votre participant. Sinon, bien sûr, si vous gérer les altérations, des auto-évaluations, des suivis par un autre professionnel, vous pouvez le faire à partir du dossier informatisé ICOP Monitor. L'algorithme de gestion qu'on vous propose, qui est un document de travail, je le rappelle, hein, bien sûr à adapter à vos pratiques, aux pratiques de vos structures, de votre territoire, mais également à la disponibilité des professionnels du territoire. Et c'est un bon outil de départ pour votre réflexion autour du parcours ICOP. Concernant la nutrition, s'il y a une perte de poids durant les 3 derniers mois, de manière systématique, on va au moins prévenir le médecin traitant et proposer l'étape 2 du parcours ICOP. Si c'est une perte d'appétit isolée sans perte de poids, on ne va pas forcément agir dès la première évaluation
Par contre, s'il y a au moins deux suivis qui répertorient la perte d'appétit, à ce moment-là, on va compléter en demandant si ça impacte les quantités consommées et si la personne saute un repas. Attention à nouveau à la dynamique de la perte nutritionnelle qui va entraîner un temps de latence entre le moment où il y a une perte d'appétit et le moment où il y a un impact et puis le moment où il y a une perte de poids. Donc, il faut rester très vigilant. Mon message global du jour, c'est quand même de vous encourager à être très, très vigilant sur la nutrition et à déclencher la suite du parcours le plus tôt possible, quitte ensuite à assurer une simple surveillance. Mais c'est vrai que si la dénutrition est avérée, si le risque nutritionnel s'installe, euh, c'est toujours forcément un peu plus compliqué d'agir ensuite. Donc autant vraiment être dans l'objectif de prévention et agir précocement. Donc l'orientation pour la nutrition, les questions sont simples et donc forcément la plupart du temps, l'alerte est vraie, hein. Je rappelle qu'une alerte fausse, c'est uniquement s'il y a des erreurs de passation qu'on va retrouver dans la cognition avec une mauvaise entente ou compréhension des mots, qu'on va retrouver dans la mobilité avec une mauvaise réalisation du lever de chaise. Au demeurant, vu la simplicité des questions sur la nutrition, globalement, il ne peut pas y avoir d'alerte fausse, donc elle est l'alerte vraie. La question, c'est est-ce que derrière, le problème était déjà connu ou pas, et est-ce qu'il y a un impact clinique, une perte de poids, une vraie dénutrition ou pas. Et donc derrière, on va décider de l'orientation. Le, le rendez-vous, encourager le senior à s'orienter vers un médecin ou son médecin traitant ou un spécialiste, c'est un peu systématique dès qu'il y a une perte de poids, dès qu'il y a des altérations aux autres domaines associés. Vraiment, l'information au médecin traitant doit être un peu systématique par le participant, par vous-même. Dans l'idéal, si vous avez déjà réalisé l'étape 2, c'est le mieux parce que vous avez des éléments contributifs objectifs à apporter au médecin traitant en plus de la perte de poids, mais aussi en cas d'éléments de gravité ou d'urgence, bien entendu, d'éléments associés lors du step 1 d'une perte de poids très importante, d'autres domaines altérés ou d'une perte de poids très rapide qui peut faire penser à une autre pathologie sous-jacente. Vous réalisez l'étape 2, 3, on l'a dit, en fonction de l'algorithme pour toute perte de poids, si ça n'a jamais été fait ou en cas de suivi de perte d'appétit répétée. On s'assure quand on oriente la personne vers un autre professionnel pour réaliser l'étape 2 que cette étape 2, elle a été réalisée de manière effective. C'est très important. Ensuite, bien sûr, l'orientation vers un autre professionnel, vers une structure de prise en charge, dans l'idéal, encore une fois que l'étape 2 a été réalisée, parce que ça permet d'avoir des informations plus précises et contributives. Et enfin, tout ce qui va être conseils, recommandations concerne essentiellement les altérations qui sont stables ou non existantes. Et donc, on va être autour des apports protéino-énergétiques, des repas à caractère sociaux, de la reprise d'activité physique notamment. Ces recommandations, elles se trouvent dans nos différents outils, Dropbox et autres. Et puis, évidemment, à la disposition des participants à la fin de l'étape 1. Si vous ne prenez pas de décision à la fin de l'étape 1, si vous n'orientez pas le participant pour plein de raisons, hein, indisponibilité d'un professionnel pour faire une étape de refus du participant, de faire l'étape 2, etc. Attention à quelques éléments. D'une part, je l'ai déjà dit, la latence entre le début de la perte d'appétit et l'effet sur le poids et la santé. Une perte d'appétit qui s'installe, je l'ai mis à la fin, les personnes s'habituent et c'est très dur à corriger ensuite. Donc vraiment être vigilant sur cette latence, à attirer l'attention des gens sur cette problématique, à leur donner des conseils. Il peut y avoir un impact sur les autres domaines. On le comprend notamment par la mobilité, bien évidemment, hein. La sarcopénie, la fonte musculaire va entraîner un risque de chute, une altération de la mobilité. Cette association, elle existe aussi dans l'autre sens, des domaines qui ont un impact sur la nutrition. Si je bouge moins, j'ai moins faim. Si j'ai une altération du moral, je peux moins manger, etc.
Donc c'est vrai que je conseille vraiment une vigilance toute particulière sur une altération de la nutrition dès son début, en fait, et dès qu'on la ressent, même si elle n'a pas tout de suite d'effet sur la clinique. L'étape 2, hein, je ne le reprends pas dans le détail dans ce résumé, mais donc c'est le MNA. Le MNA, il existe, donc ce n'est plus un score de diagnostic de la dénutrition selon les dernières recommandations de l'HAS, mais bien un score de repérage. Euh, Outre le score qui vous donne un bon indice sur le statut nutritionnel de la personne, le MNA, il vous sert ensuite à discuter avec la personne de sa nutrition, à avoir des questions déjà formulées vous permettant cette discussion et aussi à aborder des sujets sur lesquels, premièrement, vous n'auriez peut-être pas été exhaustif sans le MNA, ça vous fait penser à tous les éléments, et deuxièmement, qui peuvent être parfois complexes à aborder. Par exemple, au niveau de l'hydratation, j'en profite moi notamment pour aborder la question de la consommation alcoolique, mais aussi ça permet de travailler sur certaines idées. C'est quoi la viande? C'est quoi un repas, un vrai repas et pas juste un café le matin, etc. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour ça. La circonférence brachiale et la circonférence du mollet en fin de MNA vous donnent aussi un critère simple de sarcopénie qu'on va retrouver dans les éléments de diagnostic de la dénutrition parce que les autres éléments, ça va être le Sarkef, ça va être le DEXA, ça va être des éléments que vous n'avez pas forcément en pratique clinique courante quand vous réalisez l'étape 2, alors que vous allez avoir effectivement cette circonférence brachiale et cette circonférence du mollet très simplement avec un mètre ruban. Je rappelle que la circonférence brachiale se prend bras ballants à la moitié de la distance du bras entre l'épaule et le coude. La circonférence du mollet se prend jambes pliées à la verticale, hein. Le patient, la participant est assis à la jambe pliée, le pied posé au sol, la jambe verticale, et ça se prend, ça se mesure au niveau de la plus grosse circonférence du mollet. Voilà pour le MNA qui est vraiment, encore une fois, un bon indice, mais aussi vraiment une aide à l'entretien nutritionnel. Vous avez en complément l'OHAT, l'OHAT qui n'est pas forcément à faire de manière systématique pour des personnes qui sont bien suivies chez le dentiste, qui ne se plaignent pas de gêne ou de douleur et qui arrivent à mâcher, mais qui est à faire quand même dès que vous avez un doute, dès que la personne est en rupture de soins dentaires, dès qu'elle se plaint ou qu'elle explique qu'elle n'arrive pas à mâcher ou qu'elle a une carie qui dure. Attention à la tolérance des seniors envers la dégradation de leur état dentaire. On est parfois surpris sur ce qu'ils supportent. Enfin, le snack qui n'est actuellement pas dans l'étape 2, mais recommandé par l'OMS et également par nos équipes, hein. On a beaucoup travaillé récemment avec le snack. On le met donc dans la nouvelle version de l'étape 2 qui sera disponible sur iCop Monitor. Le snack qui permet d'explorer l'appétit de la personne, c'est un bon complément d'interrogatoire, mais également qui va permettre d'aborder ce sujet chez les gens qui n'ont pas encore de perte de poids, mais qui répertorient une perte de l'appétit au step 1, à l'étape 1, qui ont un AMNA normal dans la limite basse, à 24, 23,5. Mais vous sentez qu'il y a déjà quelque chose qui se passe, ça va vous permettre d'explorer cet élément de perte d'appétit, hein. C'est un auto-questionnaire que vous pouvez faire passer et qui vous donne les bons indices et à nouveau notamment qui va permettre de discuter du sujet et d'explorer le sujet avec la personne. Quelques situations à risque qu'il faut bien répertorier. Alors, parmi le tableau de la HAS, on va se concentrer surtout sur ceux qui concernent nos participants à ICOP, hein. Donc, l'isolement social, le deuil, pensez aux difficultés financières qui ne vont pas forcément être dites. Est-ce que vous avez les moyens financiers de manger comme vous le souhaitez? La maltraitance, pas forcément la maltraitance avérée, mais parfois des tensions au sein d'une famille, d'un couple, qui peuvent entraîner une perte d'appétit ou une dénutrition. Pour nos participants, on en a parlé, les troubles bucco-dentaires. Pensez-y, hein, il y a un manque de disponibilité des dentistes et puis des fois des freins aux soins à cause d'un traitement anticoagulant
ou d'une pathologie qui peut entraîner une altération notamment du nombre de plaquettes. Et donc, il faut pouvoir réorienter le participant vers un dentiste qui va lui faire les soins. Les troubles de la déglutition, bien évidemment, demander à la personne si elle tousse pendant qu'elle mange. Les orthophonistes font des bilans de troubles de la déglutition et de la rééducation. Puis il y a plein de conseils à donner très simples, comme d'éviter de manger avec la tête tendue vers la télé en hauteur, etc. Bien sûr, les affections aiguës, mais théoriquement, on ne devrait pas faire d'évaluation ICOP au cours d'une infection aiguë. Tous les régimes restrictifs, attention, hein, les seniors robustes, autonomes de 60-70 ans, bien sûr, continuent à manger comme ils ont l'habitude s'ils ne sont pas dénutris. Mais dès que vous avez un risque nutritionnel ou une dénutrition avérée, on enlève les régimes restrictifs. Leur bénéfice est inférieur à leur risque. Le but, l'objectif chez ces seniors, c'est qu'ils retrouvent un état alimentaire qui leur permette d'être correctement nutris et donc on favorise les apports protéino-énergétiques. La polymédication, toujours à regarder par rapport aux antécédents aussi, si on peut enlever des traitements, les modifier, favoriser euh, pour éviter une anorexie, un trouble du goût aussi, une déshydratation, une sécheresse buccale. Et bien sûr, on l'a dit, les autres domaines affectent la nutrition en cas d'altération thymique, d'altération cognitive, mais aussi d'altération de la mobilité pour pouvoir aller faire à manger, pour pouvoir aller faire les courses. Et encore une fois, je parle bien de sujets âgés autonomes, hein, mais ne serait-ce qu'une dame qui aurait des lésions articulaires d'arthrose ou de polyarthrite sont douloureuses et qui diminuent ses capacités à cuisiner, par exemple. Donc, je rappelle que le MNA est un outil de repérage, plus un outil de diagnostic selon les recommandations de la HAS. Il y a donc maintenant ce tableau qui vous résume le diagnostic de dénutrition, hein. Donc, il faut au moins un critère phénotypique plus un critère étiologique. C'est les deux premières colonnes du tableau. À noter de manière importante la quantification de la perte de poids, l'IMC. Tout IMC inférieur à 22 est un critère phénotypique d'IMC à risque de dénutrition. Attention, hein, à déplacer les normes de l'IMC chez les sujets âgés. La sarcopénie confirmée. Donc, si vous faites la mobilité et le FRID, vous avez un grip test, hein, vous avez la force de préhension. Vous pouvez faire le SARCEF, mais très simplement, puisque vous avez évalué la nutrition, vous avez dans le MNA la circonférence du mollet et du bras et pouvez confirmer ou non une éventuelle sarcopénie. Il faut en plus un critère étiologique, hein, avec notamment la réduction des prises alimentaires. Et ensuite, derrière, il y a les critères de sévérité. Mais en même temps, les critères de sévérité, attention, à partir du moment où de toute façon vous faites un diagnostic de dénutrition, prise en charge, orientation du participant à minima vers un médecin traitant ou vers un spécialiste ou une prise en charge sur la fragilité ou autre hospitalisation éventuelle de jour, bien sûr, ou en ambulatoire. Pour le plan de recommandation, classiquement, hein, tout ce qui est prise en charge des dents, prise en charge du problème social s'il y en a un, la chimie, l'orthophoniste, on l'a dit, les médicaments, le pharmacien, la consultation, la conciliation médicamenteuse, l'orientation vers un spécialiste de la nutrition, euh, penser à la vitamine D, notamment en cas de risque de chute, hein. Pensez également à tout ce qui va être aide, accompagnement pour aller faire les courses, pour préparer les repas, mais ne serait-ce que pas parce que la personne est devenue a perdu en autonomie, hein, mais ne serait-ce que parce que la personne n'a plus envie, plus le courage, plus les facilités pour, ne se sent plus en sécurité pour, hein. On peut mettre en place des aides pour ça, encourager à la restauration à caractère social si la personne le souhaite. Donner des conseils nutritionnels, de la documentation, de l'enrichissement, on va le voir, simple de l'alimentation avant d'en venir aux compléments nutritionnels oraux. Et puis la base, bien sûr, la base, ça reste de surveiller son poids avec une balance quelle qu'elle soit, le plus simple possible, bien souvent, à minima une fois par mois, une fois par semaine si la dénutrition est avérée. Proposer si vous avez des ateliers nutrition ou au sein des ateliers multidomaines, hein, associés à de l'activité physique notamment, mais les ateliers nutrition, ça peut être de l'éducation autour de la nutrition, ça peut être aussi des temps de repas et de cuisine partagée, les cuisines transgénérationnelles notamment. Bien sûr, l'activité physique, alors les recos, c'est la marche 30 minutes par jour, mais je rappelle hein, que toute personne sédentaire qui se remet
à bouger, à faire un peu d'activité physique, même quelques minutes par jour, va en tirer un bénéfice. Et c'est comme ça aussi que dans le cadre de la prévention, on en vient à améliorer l'état nutritionnel des gens en les faisant bouger un tout petit peu au début, et puis d'eux-mêmes, ils vont l'augmenter. J'en profite pour parler à ce moment-là. Évidemment, j'ai concentré mon intervention sur la dénutrition et le risque de dénutrition. On nous parle parfois de la prise de poids. Je rappelle qu'il faut rester vigilant chez les seniors en surpoids ou obèses qui peuvent être également dénutris par des problématiques métaboliques qui fait que s'ils maigrissent, ils vont perdre du muscle et pas du gras. Ils peuvent être dénutris. C'est complexe encore plus à prendre en charge puisqu'évidemment, on voudrait qu'ils gagnent en muscle, mais pas forcément qu'ils grossissent. Attention à pas se concentrer à tout prix sur le poids des gens. L'enjeu chez nos seniors, c'est d'éviter la perte de poids, c'est d'éviter la dénutrition. Les gens âgés en surpoids, dans l'idéal, il aurait fallu qu'ils ne soient pas en surpoids, mais c'était une problématique à traiter bien avant. La prise de poids, bien évidemment, elle est à limiter, mais on ne va pas s'acharner sur l'alimentation forcément. On peut essayer d'éviter un peu de gras, un peu de sucre, mais l'essentiel, bien sûr, c'est de les faire bouger pour stabiliser leur poids et transformer un peu de gras en muscle, bien évidemment. Mais encore une fois, ce n'est pas la problématique majeure des sujets âgés. La problématique majeure est bien le risque de dénutrition. Conseils pratiques. Travailler sur des conseils pour les sujets âgés, des éléments qu'ils vont pouvoir insérer dans leur quotidien. Une collation, un yaourt qu'on transforme en fromage blanc parce que c'est un peu plus riche. Euh, un élément carné de viande qu'on va plus facilement manger qu'un autre, plus facilement arriver à mâcher qu'un autre. Rajouter un apport protéiné à un petit déjeuner. Changer le moment où on prend cet apport protéiné, avant, après une séance d'activité physique, à distance d'un repas. Le fractionner. Encourager certains goûts. Rassurer la personne, l'encourager. Voilà, il faut, si on veut améliorer l'alimentation des sujets âgés, que ça s'insère bien dans leur quotidien. Il faut aussi avoir un discours positif autour de l'alimentation. Le senior, il arrive avec son passif autour de l'alimentation. Ces épisodes de troubles du comportement alimentaire, ces épisodes de régime, d'échecs, de rapports parfois compliqués. Donc, il faut essayer d'avoir un discours positif autour de l'alimentation. Rappeler que ça reste avant tout un plaisir, l'alimentation, et que ça doit l'être. Valoriser les efforts, les changements. Quelqu'un qui stabilise son poids, qui ne maigrit plus, qui s'est forcé aussi à prendre un yaourt à 4 heures et en retire un bénéfice, par exemple, hein, très simplement, qui s'est mis à bouger aussi. Il faut valoriser vraiment ses efforts, prendre en compte le passif de la personne, je l'ai dit, et avoir un poids de ces personnes. C'est essentiel, sans être obsédé par la pesée, mais une fois par mois, quand même, il faut essayer d'avoir un poids. Je reviens sur les compléments nutritionnels oraux qui s'adressent à des gens déjà dénutris. C'est une prescription médicale et uniquement une prescription médicale qui doit être réévaluée régulièrement et adaptée au goût de la personne. Le CNO ne remplace pas un repas, sauf vraiment dans des situations particulières de dénutrition avancée. Le CNO, il vient en plus du repas. Il peut être fractionné et il doit être un apport supplémentaire pour favoriser l'alimentation classique enrichie. Le CNO, il doit être adapté au goût. Il ne faut pas oublier que même si la pharmacie de quartier ou le prestataire va proposer uniquement un type d'alimentation, on peut commander. Et il existe des biscuits, des madeleines, des soupes, des crèmes, des boissons lactées, des jus de fruits, etc. Il faut vraiment pouvoir essayer de varier. La meilleure solution aussi pour que la personne ne s'en lasse pas et puisse l'utiliser quand elle en a besoin, c'est de l'arrêter quand il n'y en a pas besoin. Pensez à arrêter les compléments nutritionnels parce que moins longtemps ils les prennent, moins ils s'en lassent. Et au moment, si un jour ils en ont besoin, ce sera plus facile de les mettre en place. Vous donner quelques éléments qu'on partage hein, dans nos dossiers. Voilà, des outils créés par nos services, par notamment Cécile Picoran, notre diététicienne, hein, sur les apports, les sources de protéines, hein, toujours avec des images hein, pour que ce soit simple et accessible. Sur l'alimentation végétarienne également, par choix, par idéologie aussi, parce qu'on ne supporte plus de manger la viande. Hein.
Donc une alimentation, on n'a fait que l'alimentation végétarienne, hein, puisque je rappelle quand même que l'alimentation végane doit être suivie médicalement régulièrement. Et donc on n'a pas fait d'outils à ce niveau-là. On se concentre sur des choses assez simples à suivre quand on n'est pas un spécialiste de la diététique. Et enfin, comment enrichir son alimentation au quotidien dans des repas classiques avec à nouveau des images très simples. Voilà, je rappelle qu'on met toujours à la disposition de tous les professionnels de santé ces outils, ces webinaires au niveau de notre Dropbox, au niveau de nos ressources YouTube et aussi sur notre compte Link. N'hésitez pas à revenir vers nous au besoin. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.